On se barre. On se barre. On On se se barre. barre. Bonjour. On se barre. Je suis Oriane et je suis toujours en quête de réponses pour comprendre ce qui m'est arrivé. Dans cet épisode, je veux aborder avec vous le thème des violences parce que dans le cadre conjugal, elles sont multiples. Certains croient à tort qu'il ne s'agit que de violences physiques, mais non. Il faut aussi savoir que les violences ne sont pas épisodiques. Il y a un véritable continuum des violences. Elles sont multiples, insidieuses et ne s'arrêtent jamais. Car l'autre veut nous posséder tout le temps, veut tout contrôler. Pour comprendre toutes les violences, j'ai demandé à Florence, une femme forte, courageuse, révoltée, engagée et qui se bat pour les victimes au quotidien, de nous les décrire. Elle va se présenter et vous pourrez entendre notre échange téléphonique sur le sujet. Bonjour Oriane. Alors, présentation succincte, un parcours de vie atypique qui humainement m'a fait grandir. Alors, sans tomber dans un récit mélodramatique, parce que pour avoir un caractère de battante, je dirais que j'ai été touchée par ces violences, puisque mon histoire est celle d'une petite fille qui a eu des parents extrêmement défaillants, pour avoir connu les violences physiques, psychologiques, l'inceste et l'humiliation durant toute mon enfance et mon adolescence, pour avoir dépassé mes propres traumatismes et souffrances, pour les avoir expérimentés seule. Je sais combien le parcours de la reconstruction est long et difficile et combien l'aide et l'entraide sont essentielles pour enfin pouvoir vivre. J'ai œuvré pas mal d'années dans l'humanitaire, donc j'ai mis mon expertise auprès des naufragés que la vie avait abîmés. Donc pour moi, il a été tout naturel en 2019 de fonder Eliane Rivers pour lutter contre toutes les formes de violence et d'offrir un accompagnement à toutes les victimes sans distinction d'âge, de genre. Nous œuvrons sur le territoire national. Nous avons tissé un maillage pluriprofessionnel, si j'arrive à le dire, d'avocats, de médecins, de psychologues, de formateurs, de forces de l'ordre. En fait, c'est toute une équipe et afin d'apporter un accompagnement complet à toutes les personnes qui nous sollicitent. Et voilà, on va dire que l'association aura bientôt 5 ans et voilà, de 2019 à 2022, c'est plus de 300 personnes accompagnées. En 2023, 100 personnes auront été accompagnées tant sur la partie juridique, administrative que psychologique, puisque là, en fait, l'association propose un accompagnement pluridisciplinaire à toutes les personnes qui nous sollicitent et qui sont touchées par les violences, qu'elles soient conjugales, intrafamiliales, violences sexuelles, harcèlement. Et dans les violences sexuelles, bien entendu, il y a l'inceste. Du coup, peux-tu m'expliquer quels sont les différents types de violences auxquelles une victime est confrontée, je dirais, dans le cadre conjugal et intrafamilial? Alors, les violences, elles touchent tout le monde, toutes les catégories socio-professionnelles, culturelles, sans distinction d'âge et d'orientation sexuelle. Le couple n'est pas seulement concerné, la famille l'est également. Et aujourd'hui, quand on regarde par exemple sur les violences conjugales, notamment les féminicides, malheureusement, ça impacte toute une famille qui en porte les stigmates toute sa vie. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier parce qu'on ne parle pas assez, je trouve, de la souffrance des victimes auxquelles elles sont confrontées dans leur quotidien. Et je trouve que c'est bien de ne pas l'oublier, de leur mettre en exergue. Et avant de définir quels sont tous les types de violences, je tiens quand même à rendre hommage à toutes ces familles qui sont endeuillées. Là, on démarre l'année 2024, on atteint déjà en un mois des records. Je veux dire, enfin, on ne va pas refaire les chiffres, tout le monde les connaît, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2024, on ne devrait plus voir autant de femmes qui meurent sous les violences de leur conjoint ou ex, pas plus que tous ces enfants orphelins. Voilà, je tenais à leur faire une parenthèse. Alors, les violences, c'est une atteinte volontaire à l'intégrité de l'autre dans la sphère privée ou qu'elle soit privilégiée. Elles sont nombreuses. Alors, il y a par exemple les violences verbales qui sont des menaces, de l'humiliation, des insultes et des cris. Je vais avoir une attention particulière pour les violences psychologiques parce qu'aujourd'hui, c'est très encore malheureusement compliqué pour une victime quand elle est touchée par les violences psychologiques pour se faire entendre. Alors certes, les violences psychologiques, elles laissent pas de bleu. Pourtant, elles laissent des traumatismes qui sont indélébiles. Et les violences psychologiques se matérialisent par du chantage affectif, de la manipulation, des menaces, une surveillance constante, un contrôle des tenues,
des manifestations de jalousie, des moqueries en public. Elles sont pour l'agresseur un moyen d'exercer une domination sur sa victime. Par son comportement, il tend à exercer une emprise de façon à ce qu'elle perde toute confiance en son propre jugement et qu'elle pense qu'elle n'est pas une personne fiable, voire qu'elle est, souvent ils la font passer pour quelqu'un de fou. L'agresseur, lui, il détruit la personnalité et l'intégrité psychique de sa victime en la dévalorisant, en l'humiliant et en la culpabilisant systématiquement. Bien sûr, comme tous les agresseurs, il va prétendre que son attitude est provoquée par sa faute, qui serait selon lui difficile à vivre ou encore qu'elle est incompétente. Les violences psychologiques sont d'autant plus difficiles à identifier qu'elles s'inscrivent dans le cycle de la violence qui est très pernicieux. Et l'agresseur, il est spécialiste pour instaurer un climat de confiance à l'égard de la victime. Là, on parle de la lune de miel. Quand la tension monte, l'agresseur lui va commencer à montrer des signes d'agacement. Quand la crise éclate, les violences psychologiques sont au niveau le plus élevé. Et l'agresseur, comme à chaque fois quand il réitère le schéma, il finit par justifier son comportement afin de se faire pardonner. Ce cercle vicieux va se redéclencher en permanence. Par ailleurs, quand on regarde de l'extérieur, le couple envoie généralement une image du couple idéal. Alors, si la victime essaie de se plaindre des violences qu'elle subit, les tiers ont tendance à minimiser ses émotions en lui faisant remarquer la chance qu'elle a d'être en couple, comme quoi, voilà, ils ont l'air bien. Pourtant, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg et la victime alors va s'emmurer dans le silence et n'ose plus parler. Elle se persuade alors que c'est elle qui est exigeante et que les autres ont raison. Il est important d'entendre les souffrances de la victime. Il faut se faire confiance et conserver un minimum de toutes ces preuves psychologiques afin de parvenir à les identifier, que ce soit au travers des lettres, des SMS, des témoignages. De tout ce qui va permettre après d'aller dans le déroulement de la plainte. Après, elles ont vraiment les violences psychologiques pour but de blesser, de soumettre et de contrôler la victime, mais aussi de la dégrader et de la heurter psychologiquement. Ce qui fait qu'elle n'a plus de libre arbitre et qu'elle est totalement sous sa dépendance et elle devient sa chose et son objet. Ensuite, il y a tout ce qui est les violences physiques, que ce soit les coups, les strangulations, les brûlures, la séquestration, les tentatives de meurtre. Et encore, il y a plein de façons de faire des violences physiques. Ensuite, on a les violences sexuelles, comme le viol conjugal, les pratiques sexuelles imposées, la prostitution, l'inceste. Tout ça fait partie des violences sexuelles. Quand vous êtes victime d'agression sexuelle, il est important de savoir que ne vous douchez pas, gardez les vêtements qui ont servi à l'agression, mettez-les vraiment dans une poche, un sac poubelle, mettez-y du scotch et portez-les tout de suite aux forces de l'ordre quand vous allez déposer plainte. Alors, les violences économiques et administratives, elles sont souvent occultées, mais elles constituent un aspect des violences conjugales. Ce type de violence, lui, fait partie intégrante du système d'emprise globale. Les violences économiques et administratives se définissent par une mainmise du ou de la partenaire sur les comptes bancaires de son conjoint, une confiscation des documents administratifs, ça peut être le passeport, la carte d'identité, les titres de séjour, le blocage de ses comptes administratifs, CAF, sécurité sociale, assurance, contrôle de ses dépenses ou encore la contrainte à la démissionner de son emploi. Les violences économiques touchent principalement les femmes, notamment en raison du schéma patriarcal de la société qui véhicule encore aujourd'hui l'idée que c'est l'homme qui gère les finances à la maison. Et il aura fallu attendre quand même 1965 pour que les femmes mariées puissent ouvrir un compte bancaire et exercer une activité professionnelle sans avoir besoin d'obtenir l'autorisation de leur mari. D'autant que plus de 20% des appels qui sont faits à la plateforme du 3919 concernent cette thématique-là. Il peut exiger également les relevés détaillés de chacune des dépenses, cacher le revenu du foyer. Le compagnon ne donne qu'un peu d'argent à sa femme uniquement pour qu'elle puisse faire des courses pour la famille sans lui permettre d'utiliser la carte bancaire. Ça peut être également le partenaire qui réduit à néant le patrimoine de sa femme et lui fait signer des documents sans l'informer de leur objet.
Pour l'auteur des violences, l'objectif est que la victime tombe vraiment sous sa dépendance et son emprise. Au moyen de ces violences économiques, le partenaire empêche sa femme de partir et il s'assure ainsi qu'il peut continuer les violences conjugales en toute impunité. Ça a pour conséquence d'aggraver les violences psychologiques qui sont exercées sur elle, qui se sent complètement infantilisée et se retrouve dans une grande précarité financière. En outre, les démarches administratives sont rendues difficiles, à commencer par la possibilité, par exemple, de porter plainte, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de carte d'identité et qu'on n'a plus accès à ça, mais en fait, il y a plein de démarches qu'on ne peut pas faire. Alors, d'un point de vue légal en France, euh, en janvier 2021, il y avait un rapport d'information au sein de l'Assemblée nationale sur le colloque consacré à la lutte contre les violences économiques dans le couple, qui avait émis plusieurs recommandations, intégrer la notion des violences économiques et administratives en droit interne afin de permettre leur pénalisation et de faciliter l'indemnisation des victimes, d'interdire le versement des rémunérations du travail et des prestations sociales sur un compte qui n'est pas personnel, de reconnaître le rôle des employeurs dans la prévention de ces violences, car elles peuvent percevoir les signaux faibles sur tout ce qui est stress, congés maladie répétés, absentéisme. Promouvoir également l'éducation financière et encourager chaque membre du couple à connaître les revenus exacts de son foyer. Actuellement, et plus concrètement, les intervenants de la CAF effectuent des permanences et animent également des ateliers dans certaines associations d'aide aux victimes. Par ailleurs, la préfecture de police de Paris a mis un service d'accompagnement pour les demandes de séjour pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Il est important que chaque personne qui en est touchée prenne conscience que ces violences, qu'elles soient économiques et administratives, sont des violences au même titre que les autres types de violences conjugales. Les violences numériques se définissent par un contrôle du téléphone, espionnage des mails, des réseaux sociaux, installation des applications pour vous géolocaliser sur l'endroit où vous vous situez, contrôle du mot de passe, obligation de laisser son téléphone à disposition. Nous, ça nous arrive fréquemment qu'il y a des mamans qui n'ont pas accès au téléphone, qui n'ont pas accès à leur mail et quand il s'agit de préparer leur départ, c'est pas toujours évident, donc on passe souvent par plein de petits tips, par exemple, pour pouvoir entrer en contact et les accompagner dans ces démarches. De même, si vous pensez avoir des trackers sur votre téléphone, vous faites attention des fois quand on vous envoie des messages, si vous trouvez qu'il y a un message qui est douteux ou si vous pensez avoir quelque chose sur le téléphone, vous pouvez aller le faire contrôler. Alors, pour ceux qui sont à Paris, au tribunal de grande instance dans le 17e, vous allez à l'accueil et vous demandez, ils vont vous guider. Il y a un service qui fait ça, qui va brancher votre téléphone à une espèce de petite tablette et qui va scanner. Et là, ils verront s'il y a un logiciel espion qui a récupéré toutes vos données. Donc, ça peut être toujours utile de le savoir. Ensuite, il y a d'autres violences qui sont les violences animales. Pourquoi j'en parle? Parce qu'elles sont le premier signe de l'instauration d'un climat de violence. Quand il y a des violences sur l'animal à la maison, il y a souvent des violences conjugales qui se cachent derrière. Dans les violences intrafamiliales, l'agresseur utilise aussi la pression sur les enfants, la pression sur la belle famille, sur sa propre famille et peut aller jusqu'au harcèlement. Alors le harcèlement, ça va être, après on va parler de tout ce qui est de tout ce qui est les cyberviolences, mais le harcèlement, ça va être des propos vexatoires récurrents, des appels téléphoniques intenses, le passage sur le lieu de travail, suivi des comptes bancaires, des mails malveillants, des visites du domicile, des propos injurieux permanents, l'obligation de répondre aux SMS dans la seconde. Après, il y a toute la partie des cyberviolences que je vais bien détailler parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas ce que sont les cyberviolences. Elles peuvent avoir des conséquences dramatiques et peuvent amener les victimes à mettre fin à leur jour. D'abord, je vais les citer, après je les détaille. L'outing, le flaming, le happy shaping, l'exclusion, le slut-shaming, le sexting, le revenge porn, le lynchage, la diffamation, le harcèlement indirect, les menaces en ligne, l'usurpation d'identité. Toutes ces violences sont punies par la loi. La peine encourue varie en fonction de l'âge du ou des mises en cause et de sa victime. Alors, je vais commencer par définir l'outing. L'outing, ça va être de divulguer des informations intimes ou confidentielles sur une personne. Par exemple, ça peut être révéler son homosexualité à quelqu'un, ça peut être ce type d'exemple. Ensuite, il y a le flaming, c'est le fait d'envoyer
des messages violents, insultants, menaçants à une personne ou à plusieurs victimes. Cela peut être des moqueries, des menaces de mort, des termes dépressifs comme serpent, manipulatrice, exclusive, sournoise, tu es accro à l'argent, menteuse. L'agresseur va la traiter de folle, de schizophrène. Voilà, ça c'est le flying. Le happy slapping, ça va être de filmer quelqu'un à l'aide d'un téléphone portable sur une scène de violence subie par la personne et de la diffuser après en ligne. Le dénigrement, lui, il a pour but de porter atteinte à son image, à sa réputation, à lancer toutes sortes de rumeurs diffamatoires à son égard et à la manipuler en masse. Par exemple, discuter avec la victime qui, elle, est la proie, afin d'orienter son discours en lui faisant avouer des choses que ses harceleurs veulent entendre ou tout simplement enregistrer sans que la victime le sache pour ensuite, par la suite, diffuser ses communications. Ça peut être aussi prendre des photos compromettantes de la victime et de la diffuser. Ça peut être aussi de la décrédibiliser auprès de toutes les administrations, de son réseau, de ses avocats, des associations ou des gens avec qui, aux côtés de qui elle œuvre, de ses amis, de sa famille, de ses employeurs, de son voisinage. Et les médias sociaux sont devenus un outil dans le cadre des diffamations, comme toutes ces plateformes de réseaux sociaux sont dévastatrices dans cette thématique-là. Ensuite, il y a l'exclusion. Exclure une personne d'un regroupement social en ligne, ça peut être aussi la création d'un groupe en ligne qui peut avoir vocation, par exemple, à se moquer, à diffamer, à faire subir une pression morale, à manipuler en masse. Pour ce qui est de l'usurpation d'identité de quelqu'un, ça peut être en s'adressant à sa messagerie ou à son profil, en se faisant passer pour lui, pour elle, en envoyant des messages embarrassants, insultants, ouvrir le profil au nom de la personne ciblée, publier des contenus embarrassants. Ça peut être aussi, certains font de l'usurpation d'identité avec les papiers de la victime. Ça peut être souscrire un crédit au nom de la victime. On l'a vu énormément, nous aussi, dans pas mal de dossiers de personnes qu'on a pris en charge où l'ex-conjoint avait souscrit avait plein de crédits sans que la victime le sache et il avait usurpé son identité. Le Schlutzschlamming, lui, touche particulièrement les jeunes filles et consiste à blâmer et à déconsidérer celles dont la tenue vestimentaire, le maquillage, l'attitude, voire les activités sexuelles ne correspondent pas aux normes en vigueur dans un groupe d'adolescents. Cette forme de dénigrement est avant tout exercée par d'autres jeunes filles voulant se démarquer et dans le but d'asseoir leur popularité. Il y a d'autres exemples, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Le sexting. Le sexting, c'est quoi? Ça va être envoyer des photos, des textos ou encore des vidéos à caractère sexuel dans le but de séduire son ou sa partenaire. Lorsqu'ils sont interceptés ou bien réalisés, ils ou elles sont diffusés en ligne par la personne malveillante. Ensuite, il y a le revenge porn. Le revenge porn, ça va être tout ce qui est les photos, les vidéos intimes publiées à des fins de vengeance par un ex-conjoint ou une ex-petite amie. Ces différentes formes de violence s'articulent autour de trois axes. 1. Pour porter atteinte à l'intégrité morale physique des victimes. Elles font aussi la part belle au sexisme et peuvent être exercées entre jeunes et adultes. Elles contribuent à l'exclusion sociale, la violence verbale et la violence physique. Et enfin, l'autre forme des violences dont je voulais parler aussi, ce sont les violences sur les enfants. Parce que pour l'auteur de violences, elles sont le moyen d'imposer son pouvoir sur la victime et il utilise simplement l'enfant pour devenir un enjeu dans la relation et on le retrouve souvent. On sait que les personnes, avant de quitter leur conjoint violent, il y a souvent l'aller-retour entre 7 et 8 fois et quand ça touche les enfants, c'est souvent ce qui fait le déclic aux personnes pour franchir le cap de partir. Florence tient aussi à nous alerter sur le love bombing, ce que c'est et en quoi c'est violent. Le love bombing, c'est quoi? C'est la phase de la lune de miel avec la volonté malveillante de soumettre l'autre derrière un bombardement d'amour.
Le love bombing, c'est une technique de manipulation qui est particulièrement toxique pour celui ou celle qui l'a subi. Alors, l'agresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abreuver la personne de mots, de cadeaux indécents, des déclarations, des surprises parfois troublantes. Il va utiliser des marques d'affection excessives qui peuvent cacher une technique de manipulation absolument redoutable. Alors, les différentes phases. La première phase, c'est la séduction. Alors, il va sublimer la victime, la sécuriser selon ses besoins, il va se l'accaparer, l'empêche de réfléchir à la situation, va la mettre complètement en confiance. Il peut lui dire je t'aime au bout de quelques jours, quelques heures. Il choisit les personnes qui ont une carence souvent affective ou qui ont un besoin de reconnaissance. En fait, il va s'attaquer toujours au même profil de victime. Ensuite, il va passer dans la phase 2, qui va être l'attachement. Là, la séduction est passée, la relation commence à être installée, le manipulateur fait tout pour créer un attachement sentimental, en étant très attentionné, langoureux, dans le but de se faire aimer et de créer une addiction à l'autre pour le rendre complètement accro. Alors la personne devient complètement addict de cet amour, ne contrôle plus la situation et se laisse complètement porter par cet amour qui est extraordinaire. Et le manipulateur vient chercher la confiance, il va identifier la faille de la victime pour mieux la détruire. L'objectif est de l'affairer pour pouvoir exploiter et la manipuler à sa guise et il s'en sert complètement de poubelle psychique. Ensuite, on va passer dans la phase 3, qui est l'emprise. Par l'emprise, il va faire l'attachement. Une fois qu'il est installé, le couple va brûler souvent les étapes, c'est-à-dire que les partenaires vont s'installer ensemble alors qu'ils se connaissent très peu. Et les effets pervers de la manipulation se mettent en place. Il va commencer par isoler la victime, l'engage à se distancier de ses proches, il commence à faire le vide. S'ils ne vivent pas ensemble, il va arrêter de lui donner des nouvelles du jour au lendemain pour mieux la sensibiliser. Et s'ils vivent ensemble, il va chercher à la rabaisser, son ou sa partenaire, et faire preuve de méchanceté, de cynisme, pour générer de la peine et de l'incompréhension. La victime n'a alors pas d'autre option que de subir, voire pire. Ce type de manipulation est vraiment très similaire à des cas qu'on peut retrouver dans le cadre sectaire. Il peut amener la victime à la violence et souvent il peut aussi l'amener jusqu'au suicide. Ensuite, il va passer par la phase narcissisme et dépendance. Alors, de son côté, le manipulateur est souvent un pervers narcissique. Il va montrer son véritable visage dès qu'il ôte le masque de la normalité. Il peut devenir froid, manipulateur, mal intentionné, destructeur, sadique, dévalorisant, violent psychiquement et parfois physiquement, le tout dénué de toute forme d'empathie et de remise en question. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute de sa victime. De l'autre côté, la victime, elle, est vulnérable, en situation de dépendance affective, avec une peur de l'abandon, du vide, de la solitude. Elles sont tellement dans le besoin de l'autre pour vivre qu'elles restent toujours et finissent par accepter l'inacceptable. Une fois que le love bomber a acquis la confiance de la victime, il va œuvrer inlassablement à réactiver la blessure ou le traumatisme. Plus l'autre souffre, plus le love bomber va savourer son succès. Alors, comment on peut le repérer? Souvent, quand vous regardez que quelqu'un a un comportement anormal, c'est-à-dire toute personne qui va s'enflammer beaucoup intensément, trop tôt dans la relation, doit vous alerter. Des fois, écoutez votre intuition parce que quand on a déjà été confronté à ce genre de manipulateur, des fois, votre intuition va vous guider. Il est essentiel de l'écouter. Cette petite voix intérieure est souvent extrêmement fiable et nous alerte bien souvent. Des décisions qui ne nous appartiennent plus. Ils en sont spécialistes. Le manipulateur commence à prendre les décisions à votre place sans évaluer si les limites sont atteintes. Il va chercher à tout diriger, tout contrôler. C'est le phénomène de domination qui commence à se mettre en place. Son but, c'est de vous contrôler entièrement. Et puis après, il va repasser par le cycle des violences. Quand la manipulation est installée, le love bomber va multiplier les petits et les grands actes de malveillance. Et puis quand il va sentir que sa victime s'éloigne, il va se confondre en excuses, fait tout pour récupérer l'autre. Sa victime est alors touchée, elle tend à lui donner une ou plusieurs nouvelles chances. Il était le prince charmant du début de la relation, mais c'est sans cesse ces épisodes qui vont se réitérer
Et je pense que si vous êtes confronté à ce genre de pervers, il faut partir tout de suite, stopper la relation et arrêter. Alors, comment on peut en sortir de ce genre de manipulateur ou manipulatrice? Parce que ça marche dans les deux sens. Alors, quand vous le ressentez au début de la relation, que vous repérez tous les comportements qui vous interpellent, où là, il y a l'alarme rouge qui se met et qui clignote, qui vous alerte, coupez court à la relation. Ne cherchez pas à échanger avec lui, coupez court. Si on a un doute, temporisez la relation, dire à l'autre que ça va trop vite, qu'on a besoin de prendre notre temps, qu'on n'a pas besoin d'être pressé. Si la personne est amoureuse et qu'elle vous respecte avec bienveillance, elle respectera votre désir. Si elle se met en colère, vous menace à demi-mot, cherche à vous dévaloriser, alors là, il faut dire stop sans demi-mesure et couper court à la relation, sinon vous allez droit dans le mur. Quand la relation évolue vers quelque chose de plus sérieux, évaluez la relation. Il faut vous sentir libre, vous épanouir. Une personne qui cherchera à vous isoler vous fera vivre les montagnes russes émotionnelles. Qui veut s'engager trop rapidement dans une relation ou qui vous fait du chantage affectif peut légitimer de vous inquiéter sérieusement. Dès que vous vous trouvez dans ce cas de figure-là, n'hésitez pas à en parler à vos proches afin d'avoir un regard extérieur à la relation parce que souvent quand on est dedans, des fois, c'est souvent quand on a les choses sous le nez qu'on ne s'en rend pas compte et qu'il faut beaucoup de temps. C'est pour ça que dès que vous avez ces petits signaux-là qui se mettent à clignoter en rouge, n'hésitez pas à en parler. Ne gardez pas ça pour vous, et, vous coupez court et puis il faut partir. Pour finir notre échange sur les violences, Florence a tenu à faire une piqûre de rappel sur les personnes en situation de handicap et les personnes âgées qui sont aussi exposées aux violences et dont on n'entend pas assez parler. Alors, avant toute chose, en France, 250 000 personnes sont en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles. En Europe, on estime que 4 femmes en situation de handicap sur 5 subissent des violences ou des maltraitances. 35% de ces femmes en situation de handicap subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, contre 19% des femmes dites valides qui subissent les violences conjugales. 90% des femmes présentant un trouble du spectre de l'autisme déclarent avoir subi une ou plusieurs violences sexuelles au cours de leur vie, dont la moitié était consécutive à un viol. 47% avant l'âge de 14 ans, 31% avant l'âge de 9 ans, 27% des femmes sourdes malentendantes déclarent avoir subi des violences. Voilà, je tiens à mettre les chiffres parce qu'on n'en parle pas assez des personnes en situation de handicap et ça nous est arrivé d'en accompagner plusieurs. Quand on est en situation de handicap, quand on va au commissariat pour signaler des violences, souvent c'est très difficile de se faire entendre. De même dans les institutions médicales, parce que souvent la personne va d'abord vouloir traiter le handicap et ne va pas chercher à savoir si c'est, elle va penser que c'est en lien avec la maladie, mais on ne va pas chercher à savoir si les personnes en situation de handicap subissent des violences. Et j'ose dire que malheureusement, oui, parce qu'au niveau de l'international, un rapport de l'ONU datant de 2017 mettait en évidence que les femmes en situation de handicap sont 2 fois plus sujettes aux violences perpétrées au sein d'un couple. Elles font face à de multiples facteurs de vulnérabilité qui les exposent d'autant plus au risque de subir les violences conjugales. La situation de dépendance, les préjugés sur le handicap, l'isolement social, certains handicaps rendent les personnes qui en souffrent plus à risque de connaître de telles violences. D'un point de vue légal, le handicap constitue une circonstance aggravante car il correspond à une situation particulière de vulnérabilité de la victime. Les violences subies par les personnes en situation de handicap sont similaires à celles subies par les personnes dites valides. Cependant, certaines formes de violence trouvent leur essence dans le handicap de la victime. Je vais donner quelques illustrations. Rappeler à la personne qu'elle est à la charge de l'agresseur en un dénigrement dans des phrases telles que tu ne sais rien faire, tu es un boulet, ou encore estime-toi heureuse que je ne te rejette pas avec ton handicap. Ça fait partie par exemple des violences psychologiques. Par exemple, profiter du handicap de sa toilette intime pour l'agresser sexuellement sans qu'elle ne puisse se débattre physiquement ou comprendre ce qui lui arrive, ça fait partie des violences sexuelles. Renverser volontairement la victime de son fauteuil roulant en lui faisant remarquer sa maladresse, violence physique, cocher les ordonnances médicales de la victime ou encore s'accaparer de son allocation adulte handicapé pour restreindre son accès aux soins, violences économiques et administratives. Les risques des violences sont accrus par l'agresseur
d'autant plus s'il est le tuteur ou le curateur de la victime. S'il est difficile pour les victimes de violences conjugales de parler de ce qu'elles subissent et d'être écoutées, pour celles qui sont en situation de handicap, elles font face à de nombreux préjugés qui rendent leurs paroles encore moins crédibles aux yeux de la société, puisque ça reste encore un énorme tabou. Détection des violences conjugales chez les personnes en situation de handicap s'en trouve donc retardée. Les syndromes post-traumatiques ou bien souvent mis sur le compte du handicap alors qu'ils sont au contraire la cause de son aggravation. En effet, plusieurs études démontrent que les victimes ayant un trouble du spectre autistique présentent un risque 4 fois plus élevé que les personnes dites valides de souffrir d'un stress post-traumatique à la suite de violences sexuelles. Pour tenter de lutter contre ces violences conjugales envers les personnes en situation de handicap, un renforcement de mesures favorisant leur autonomie professionnelle et financière est désormais souhaitable. Par ailleurs, je pense que tous les professionnels de santé ou tous les professionnels qui sont en lien avec les personnes en situation de handicap, je répète, qu'ils soient valides ou non valides. Pourquoi j'insiste? Parce que dernièrement, quand je vois dans les réflexions de certaines personnes qui pensent tout le temps qu'être handicapé, c'est être en fauteuil roulant, je suis désolée, non, il y a plusieurs formes d'handicap et c'est pas être essentiellement en fauteuil roulant. Donc c'est pour ça que, par exemple, il est important de, comme je disais, de former vraiment tous les acteurs en lien, y compris dans les soins gynécologiques, particulièrement attentifs au langage non verbal de la personne concernée, un regard triste, une pâleur, à l'aggravation soudaine de son handicap ou décision de son partenaire prend toute son importance de le consulter sur cette thématique. Donc je pense qu'il faut mettre vraiment une attention particulière pour les personnes en situation de handicap. De même, je tiens à préciser que quand on est aujourd'hui victime de violences telles qu'elles soient, quand on est femme seule, sans enfant, qu'on soit atteinte d'un handicap visible ou invisible, ou qu'on ne soit pas atteint de handicap, c'est vraiment très difficile pour elle de faire la démarche de porter plainte parce qu'aujourd'hui, ça ne rentre pas dans les cases. On aime bien mettre des gens dans des cases, mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver un parcours de prise en charge pour ces victimes-là parce que ça arrive régulièrement. On a plusieurs exemples au sein de l'association de personnes qui n'ont pas d'enfants, mais on leur dit: ah oui, mais vous ne rentrez pas dans les cases, donc en fait, on ne peut pas vous aider. Moi, je suis désolée. Qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on soit en handicap, sans handicap, quand on est victime de violences, parmi toutes les violences que j'ai énumérées, on se doit d'être à l'écoute de ces personnes et de leur apporter toute l'aide et tout le soutien dont elles doivent bénéficier dans le cadre des violences. Et ce n'est pas toujours facile aujourd'hui de faire la démarche d'aller au sein des institutions parce que je tiens à rappeler que les personnes en situation de handicap subissent d'autres violences. Par exemple, quand elles font la démarche de porter plainte et de dénoncer les violences, quand elles changent de région, elles subissent une autre violence qui est parmi l'administration, c'est que souvent, quand on change de région, le temps de transférer les dossiers, par exemple, d'une MDPH à l'autre bout de la France, il peut se passer des mois. Et là, la personne se retrouve sans ressources. Donc déjà, elle vit des situations de violence. Et là, elle se retrouve encore avec d'autres situations de violence qu'elle n'a pas demandé, qu'elle subit. Des manquements de certaines institutions. Et ça, je tiens à alerter sur le sujet. Les seniors sont touchés par les violences conjugales. On n'en parle malheureusement pas assez. Notre société demeure trop violente à l'égard des seniors et notamment à l'égard des femmes qui cumulent plusieurs critères de vulnérabilité. L'absence de lien social récent, la précarité, la maladie, la perte d'autonomie et la dépendance. Cette vulnérabilité est souvent aggravée à l'agisme et les discrimine. On sait qu'il y a 6,3 millions de cas de dépression dans le monde qui sont dus à l'agisme. C'est une source de l'OMS. Lorsqu'un drame survient au sein du couple, la proie subit déjà des maltraitances psychologiques. Les seniors sont au premier rang de la hiérarchie des violences. Généralement, la victime va se taire par peur ou par honte. Peur de voir son conjoint exécuter les menaces de la tuer, tuer ses enfants, la discréditer aux yeux de son entourage. Honte d'être jugée, de mériter ce qui lui arrive. Chez la personne âgée, la violence physique peut parfois venir des troubles cognitifs. En vieillissant, certaines personnes âgées peuvent devenir peu à peu agressives. Cette agressivité relève parfois d'un problème physique ou psychologique sous-adjacent.
Il est intéressant de comprendre pourquoi les seniors deviennent agressifs pour pouvoir les aider. Si au sein du couple, l'un des conjoints assiste l'autre quotidiennement, il peut devenir violent ou maltraitant par épuisement psychologique. Aucune violence n'est justifiée, quel que soit l'âge. J'ose dire que même si on a un souci médical, cela ne la justifie pas. L'entourage et les professionnels qui observent les violences chez un couple âgé banalisent souvent la maltraitance en disant: ouais, mais attends, ils vivent ensemble depuis plus de 60 ans, c'est le fonctionnement normal du couple. Je suis désolée, pas du tout. Ou on va entendre dire souvent: il n'a pas toute sa tête. Cette génération ne pense pas comme ça, ce n'est pas la nôtre. Ou la femme ne dénoncera pas son époux. Une claque, ça ne fait jamais de mal. Si elle est violentée, c'est qu'elle a mérité. Ben, je suis désolée, aucun acte ne justifie ces violences et aucune personne ne mérite les violences telles qu'elles sont. Le médecin de famille étant généralement celui des deux conjoints, la victime sera bâillonnée par honte et se taira, donc elle ne parlera pas. Dans certains couples, les violences conjugales sont souvent anciennes. Soit les enfants ne veulent pas entendre parler, soit ils les découvrent au moment où ils s'impliquent pour les aider quand les parents sont vieillissants. Qu'est-ce qu'il y a comme solution pour la victime? Ben, je pense que pour nos seniors, il faut leur offrir un espace d'écoute sans jugement pour l'amener à comprendre ce qu'elle vit, l'inciter à parler, à briser le silence, que ce soit à ses amis ou un personnel soignant qui s'occupe d'elle, et l'importance de l'orienter en vue des violences qu'elle subit. Je trouve qu'il est important de parler donc des violences conjugales, que ce soit sur le handicap ou les seniors, parce qu'on n'en parle jamais assez. Et malheureusement, elles sont victimes de violences comme toute personne, peu importe l'âge, la religion. Et les personnes âgées comme le handicap sont un sujet tabou et ça touche, je réitère, comme j'ai dit au début, tous les milieux sociaux, économiques, culturels. Tout le monde est concerné par les violences conjugales, qu'elles soient physiques, financières, sexuelles. Trop d'hommes et de femmes ont été témoins ou victimes de ces brutalités quand ils étaient jeunes et il est de notre devoir aussi de les écouter et de les accompagner lorsqu'ils libèrent la parole sur les violences qu'ils subissent. Entendre Florence parler des violences, c'est bouleversant et dur à encaisser à la fois. Moi aussi j'ai été piégée par le love bombing parce que c'était en apparence chaud et réconfortant. Moi, je croyais que ses bras à lui ils étaient faits pour m'accueillir et pour porter notre amour. Mais en fait ils étaient là que pour me broyer, pour tout détruire. L'amour, ce n'est pas un incendie et je l'ai compris trop tard. Le chemin reste long. On met un pied devant l'autre, on sourit et on avance, car nous devons être des survivantes. Je repars en quête de réponses, pour moi et pour vous. N'oubliez pas, on peut se barrer, on doit se barrer. Vous méritez l'amour, le vrai, celui qui ne fait ni peur ni mal. Un jour, vous serez libre. On se barre. On se barre. On se barre.